Le sprinkler techno. Ben moi, pour commencer, j'ai une question parce que je suis clairement le plus vieux ici. Ah, Puis moi, puis je ne sais pas où c'est que vous autres, puis Pascal, que je le sais un peu, là, mais. tu vas présenter notre invité dans ton truc ou. Non, non, vas-y, fais la présentation. Fais la présentation. Ok, Moi, bon. j'étais parti, là. Donne-moi juste un petit 2 secondes là, avant de te lancer. Là. Oui, 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 oui. Donc, bienvenue au Sprinkler Techno. Donc, on est dans l'entrevue d'après-match avec notre invité Félix-Antoine Bourbonnais. Félix-Antoine, merci beaucoup de te prêter au jeu. Ça fait plaisir. Excellent. Vas-y, mon cher JP, Bon. lâche-toi là maintenant. Moi, je suis vieux. J'ai commencé, bon, ça fait longtemps que je fais de l'informatique. J'ai fait ça depuis que j'ai 12 ans, ces choses-là. Puis, c'était beaucoup plus d'un aspect technique, puis comprendre comment les patentes fonctionnent, ces choses-là. Puis là, tu fais tes cours d'informatique. Et les cours d'informatique sont aussi souvent très techniques. Il faut que tu apprennes comment ça marche, ces affaires-là. Puis dans mon temps, des choses comme les tests unitaires, c'était jamais adressé. C'était même beaucoup des questions de software engineering, de génie logiciel, sont en fait, étaient souvent un peu tassées c'est des dessins. Puis moi, rapidement, quand j'ai commencé à travailler, je me suis rendu compte que ce n'est pas les dessins qui plantent à minuit, c'est généralement le code. Fait qu'il faut trouver une façon d'améliorer les choses. Puis à peu près à ce moment-là, je veux dire, j'ai gradué en 93, puis je veux dire, 99, il y a un copain qui m'a dit tu devrais lire Extreme Programming. Mais il y a un délai là-dedans. On prend les mauvais plis, on fait toutes sortes de choses. Puis je me demande pour les gens qui sont plus jeunes, qui ont commencé après moi, puis qui connaissent un peu plus les bonnes choses. Puis là, je m'adresse aux deux, dans le fond. D'où vient? Est-ce que ça change votre façon de voir les affaires? Parce que moi, c'est vraiment de l'appris. Il n'y a rien d'instinctif. Puis je veux savoir si ça vient plus d'instinct ou d'apprentissage ou de... Ça, tu veux dire, c'est venu sur le tas pour toi, là. Oui, c'est exact. Beaucoup. Beaucoup. Ben, écoute, je peux y aller. Ben moi aussi, ça a été de l'appris parce que on a tous commencé, je pense. Tu sais, je suis plus jeune. Là, tu disais que tu étais le plus vieux, oui, OK. Mais je ne suis pas si jeune, il faut croire. Mais tu sais, j'ai commencé au début. Non, moi non plus, je n'avais pas ça. Tu sais, je veux dire, au début, je programmais en quoi? En Quick Basic, là, je pense, au début. Il n'y avait pas de test unitaire, là. Crois-moi, il n'y en avait pas. Non, puis en fait, moi, le passage marquant que j'ai eu dans ma vie, c'est quand j'ai commencé à faire du TDD. Mon histoire, c'est un peu en 2005, là, il me semble que c'est 2005. Tu sais, j'ai travaillé pour une petite start-up. Là, il y avait il était deux, puis je me suis mis à travailler avec les deux patrons, puis les autres, ils m'ont dit hey, nous, on fait du TD, puis nous, on a lu Extreme Programming, là, puis c'est ça qu'on fait ici. Fait que... Mais c'était le plus bel apprentissage. En même temps, tu sais, Sylvain, je le remercierai tout le temps. Il pairait au début avec moi, puis il m'aidait. Puis, tu sais, ce gars-là, c'est un Jedi Vim. Là. Il y avait sa command line. Saviez-vous que vous pouviez mettre votre command line en Vim mode? Donc, c'est un peu ce genre-là. Fait que, mais tu sais, je les remercie, là, je veux dire, à ce moment-là, j'ai comme été obligé de faire du TDD, entre guillemets, obligé. Puis, tu sais, j'ai eu la piqûre, puis j'ai tout le temps fait après. Fait que, ouais, c'était appris. Mais je pense que c'est pas mauvais. Je pense que ça nous oblige à mieux comprendre ce que vivent tous les gens qui on enseigne, par exemple, faire du TDD, puis qui vivent là, une semaine de calvaire. Ben, plus une semaine, je suis gentil. Un mois de calvaire minimum. Fait que, ouais, je pense qu'on comprend mieux. Fait que non, c'est de l'appris aussi, mais j'ai jamais lâché. Non, c'est pas vrai. J'ai relâché à certains moments. Je pense que ça nous est tous. Je suis curieux de savoir, Pascal, peut-être toi aussi. Il y a des moments, je pense que ça nous est tout arrivé en se disant c'est un petit projet, là, c'est un prototype, là, je n'ai pas besoin. Là. Puis généralement, ça prend 2 jours de code, puis là, tu fais comme non, je me souvenais plus que c'était l'enfer dans moi, pas de test. C'est pas vrai, j'ai pas encore fait ça. Oui. Oui, quand je fais de l'exploration, j'ai tendance à justement, mais vraiment de l'exploration de très, très, très premier niveau. Là. Tu sais, je vais essayer une nouvelle techno de quoi. Je ne vais pas rentrer avec l'approche TDD. Mais comme toi, moi, ça a été un moment, une révélation quand je suis tombé là-dessus. Puis je me rappelle, là, moi, c'est un petit peu plus tard que toi, par contre, là, puis je l'ai pas non plus après à l'école, donc j'ai 41 ans. Ça ne me gêne pas de le dire. Je n'ai pas appris ça à l'école pantoute. J'ai entendu parler de ça, je disais, wow, je vais pouvoir dormir la nuit, man. Je pèse sur un piton, ça va me vérifier plein d'affaires, puis j'ai plus besoin de me dire quand je fais du factoring, est-ce que je suis en train de péter quelque chose? Ça a été le moment pour moi. Puis TDD, ben, même chose,
j'ai saisi une opportunité d'en faire pour calculer si on était dans la période REER ou pas. Ça pour dire qu'il y avait beaucoup de scénarios comme ça qui étaient complexes. Puis, j'ai décidé d'y aller avec une approche TDD, puis de faire mes tests unitaires, tout ça. Puis, comme ça arrive souvent dans la vie, ils ont changé d'idée éventuellement. Le gouvernement a changé la date, puis il y avait toutes sortes d'affaires, puis on ne voulait plus calculer. Autrement dit, l'implémentation a changé. Puis là, petite pointe sur peut-être un futur débat qu'on aura tantôt. Comme je testais l'état et non l'implémentation et le comportement, mais là, j'ai pu réutiliser ma suite de tests, voir que je n'avais pas de régression. Moi, j'avais 2-3 tests là, qui pétaient sur les 80 ou les 120, je ne sais plus. Puis, ça m'a donné beaucoup de confiance à aller modifier ce code-là, puis à pouvoir poursuivre la tête froide. Puis, ça a été... c'est un point de non-retour. Ça a été ça pour la suite pour moi après. La seule affaire que je dirais, moi, c'est que la première fois qu'on a essayé d'écrire des tests unitaires, on n'est pas au TDD vraiment. La première fois qu'on a essayé d'écrire des tests unitaires, c'était laborieux. Puis la seule affaire que je me félicite, c'est je ne vais pas lâcher. Au lieu de dire ça ne sert à rien d'écrire des tests unitaires, la question qui est venue, c'est je ne le fais pas comme il faut. Ça peut pas que des gens sages et raisonnables me forcent à faire quelque chose qui est complètement inutile de même, puis qui est fragile, puis ça tourne autour de ça. Puis ça tournait un peu plus au niveau des tests d'intégration quand on parle maintenant. Ça, j'essayais de... Fait que, c'est ça l'apprentissage, right? C'est de décider où tu mets tes frontières, qu'il faut que tes tests roulent vite, comment tu fais pour que tes tests roulent vite. Puis c'est tout un apprentissage qu'il faut faire qui est des fois qui est quelque chose. C'est comme tu disais tantôt, là, il y a des gens, le calvaire, c'est pas une phrase qui est fausse. Non, exact. Puis je pense que tout le monde a un peu. Mais ça, ouais, puis ça arrive souvent. Je veux dire, on va chez des clients, puis ouais, c'est plate de faire des tests unitaires. Je veux dire, il y a des. Je pense foncièrement que si tu trouves que faire des tests unitaires, c'est plate, c'est parce que tu considères que c'est des tests. Ça, pour moi, là, c'est peut-être une des choses, ça m'a pris un peu de temps avant de cliquer ça. Puis j'essaie d'expliquer ça le plus possible aux gens à qui j'enseigne, c'est ton test unitaire, c'est pas un test, c'est du code. Fait que c'est légitime de te poser une question du genre, ouais, mais c'est-tu un retour sur investissement? Faut-tu que je demande à mon boss? Mais tout ça, là, de la minute où tu as vu ça, le test unitaire, c'est une documentation, c'est un outil de design. Une fois que tu as vu ça de même, c'est du code comme tout le reste. Puis, c'est pas un test. Puis là, tout d'un coup, tu vas en faire moins des tests aussi, parce qu'avant, tu testais pour tester, alors qu'en fait, tu ne voulais pas documenter ça. Ce n'était pas un point important. T'sais. Fait que tout d'un coup, tu élimines les questions de recettes un peu, de combien il faut que je fasse de tests. Faut-tu que je teste les nuls? Faut-tu que... T'sais, toutes ces questions-là un peu triviales que vois ça comme une doc, puis tu vas répondre à ces questions-là. Bon, là, je fais comme si ouais, tu vas répondre à ça tout seul. Ouais, bon, en tout cas, mais ça va simplifier la vie, en tout cas. Oui, beaucoup. En fait c'est souvent ça. Hein? On a tendance à sur-questionner des choses. Puis le but, ce n'est pas d'avoir 100% de couverture. Le but, c'est d'avoir une bonne compréhension de comment ton système fonctionne, puis que les noms des tests disent si tu passes un nul là, ça va faire telle affaire. Bon, tu n'auras pas. Tu vas pas si tu fais X ou Y, tu vas avoir tel comportement, ça va être mieux que nul. On l'éditera. Tu fais des X et Y, ça va avoir tel comportement. C'est ça la grande leçon à un moment donné, c'est pas essayer d'atteindre un indicateur de performance, c'est de bien expliquer ton code. Exactement. Voici ce que je pensais quand je le faisais. On se sentait obligé de se justifier au début. Hein? Excuse-moi, Félix Antoine. Non, vas-y. Secondes, là. On se sentait obligé de se justifier au début parce que c'était de l'effort. C'est de l'effort qu'on met. Puis là, on faisait les tests dans d'autres équipes avant. Là, si on fait les tests automatisés, ça veut dire que c'est nous autres qui prenons la charge. Donc, c'est un effort. Donc, il faut rapporter cet effort-là. Moi, je pense qu'il y avait ça aussi qui arrivait. Puis là, on leur disait, on met plus de temps parce qu'on fait des tests. Puis là, nécessairement, les autres disaient, on va couper là-dedans. Hein? On n'arrive pas, les délais sont un petit peu serrés, tout ça. Qu'est-ce qu'on coupe? On coupe les tests. Éventuellement, moi, ce que j'ai fini par dire aux gens dans mon équipe, c'était non, les tests, c'est comme de l'hygiène. Tu ne demandes pas la permission pour aller aux toilettes ou te laver le matin. Tu ne demandes pas la permission pour faire tes tests. Point final. C'est ça. Exact. Moi, je dis souvent à des gens qui me disent, faut-tu que je demande à mon architecte ou à mon gestionnaire, je réponds, tu lui demandes-tu, la permission pour mettre un if, puisque c'est du code. Et puis, deuxièmement, tu lui demandes-tu la permission pour compiler. Parce que tant qu'à moi, c'est nécessaire pour faire ton build. Alors, bref, c'est ça, ouais. Exact. Bon. Tu as fini avec ton histoire? Moi, j'ai fini. Moi, je suis correct.
All right. Donc, tu parlais d'abstraction puis de mock dans ta présentation. J'ai beaucoup aimé, comme tu disais, c'est de l'entrée de jeu. Hein, on veut s'assurer qu'on comprend bien ça pour pouvoir construire puis aller. Là, tu as fait du name dropping un petit peu des principes solides. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait d'ailleurs parler tantôt si ça t'intéresse. Moi, j'étais un gros fan de Mishko Avery, du temps là, qui était Google, mais pas encore sur Angular, là, qui était plus il faisait plus la promotion des bonnes pratiques, du testable code et tout ça. Puis, il avait amené le concept de test, de class friendly, quand il parlait des collaborateurs entre la classe under test, puis, dans le fond, toutes ces dépendances. C'est un peu ça, dans le fond, la nature de la discussion que j'avais avec JP avant qu'on rentre en onde. C'est que moi, j'aime bien utiliser les vraies classes tant qu'elles ne sont pas attachées à une dépendance complexe. Puis par complexe, ce que je veux dire, c'est un accès disque, un accès réseau, un accès BD, donc toutes sortes d'accès qui demandent d'être dans un container ou d'être dans le vrai contexte d'exécution. Donc, autrement dit, on n'est plus en unitaire, puis faut qu'il y ait toutes sortes de choses qui soient démarrées pour que ça fonctionne. Donc, les friendly, les classes friendly, moi, je les utilise as is, à moins que ça demande un effort hallucinant à instancier pour avoir cet échange-là d'informations, puis la vraie collaboration, dans le fond, dans mon périmètre, dans mon module. Je veux savoir si c'est le genre de pratique que tu faisais toi aussi. Oui, en fait, tu résumes bien. Le talk que je faisais allait un peu plus loin. J'essayais d'amener l'abstraction à l'intérieur justement pour offrir un framework qui nous ramène dans un débat moins blanc-noir. Parce que là, ça va nous ramener, je sais que vous voulez en parler tantôt, aux Londoniens versus, c'est sûr qu'on va tomber là-dedans. Là. Mais avant de tomber là-dedans, c'est pour moi, j'amène l'abstraction justement pour ça. Parce que ce que tu dis, les classes friendly, c'est exactement ça mon point. J'amène un niveau supplémentaire, par contre, pour des systèmes qui sont plus complexes. On s'entend que ce talk-là est applicable dans un système qui n'est pas un CRUD system. Là. Si tu fais juste un CRUD system, tout ça ne s'applique pas. Là. Mais si tu es une banque ou une compagnie d'assurance et tu as de la grosse logique d'affaires, bien, la règle pour moi, c'est pas juste tu ne veux pas toucher à des trucs qui s'en vont toucher à du technique parce que, tu sais, ça ramène des notions d'architecture comme domain-driven design, etc. Bien, tu sais, on peut se dire, grosso modo, tu vas construire friendly l'intérieur de ton aggregate. Mais entre tes aggregates, par rapport à ton application service, si tu en as un, etc., puis même à l'intérieur d'un plus gros aggregate qui serait designé de même, tu peux vouloir dire, tout le monde n'a pas le même degré de relation. Tu sais, tu as les cousins, puis tu as les frères et sœurs, mettons. Ouais. Puis là, la question, c'est tu coupes où? Puis j'essaye d'amener dans ce talk-là une nuance différente de la roue d'entraînement qui est juste pas de technique ou 3-4 classes max, là, tu sais, les recettes un peu. Fait que oui, je suis d'accord, mais quand tu as de la heavy, quand tu as beaucoup de logique d'affaires, je trouve que ça te prend un... C'est quoi? C'est à quel point là, tu coupes et où le degré d'intimité? Où est-ce qu'il y a le moyen friendly puis le gros friendly? Tu sais? C'est quoi? Puis le point pour moi, c'est que c'est la même question que l'abstraction, le choix de mettre une abstraction. Quand tes classes sont hyper friendly, généralement, ils vont être très proches, puis tu n'auras pas beaucoup de problèmes à les coupler très serrés parce que de toute façon, ils vont changer en même temps. Puis on parlait de principe solide, le tel long task, tu t'en fous probablement entre ces deux classes-là parce que de toute façon, changer un, c'est changer l'autre. Tu sais, tu vas regarder ton historique dans Git, tu vas te rendre compte que A et B, là, ils sont quasiment tout le temps changés dans le même commit. Ben, tu ne mettras ni une abstraction, ni un mort dans le milieu. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est la même chose, mais j'essaye de le ramener à un niveau pour lequel tu peux le raisonner dans un système complexe dans lequel tu as des degrés entre cousins puis frères. Mais ce que j'essaye d'amener, puis ça ramène le livre Growing, puis là, on tombe dans l'école londonienne, là, Growing Object-Oriented Guided by Test. Mais donc, Mock Concrete Classes est souvent interprété dans le mauvais sens, à mon avis. Les gens le voient comme la recette, c'est-à-dire, c'est une classe concrète, donc je ne dois pas mettre de mock. Mais en fait, l'idée, c'est ça présuppose que tu as choisi de ne pas mettre d'abstraction. Les bons choix. Donc, tu ne dois pas le mocker. Mais la prémisse fait en sorte, en fait, que choisir de mettre un mock, c'est la même décision que choisir de mettre une interface.
Parce que si c'est un cousin éloigné, ben, il a sa propre vie avec sa propre famille. Puis, tu sais, je donnais l'exemple de la COVID là, dans le talk. Là. Je disais, ben, lui, là, s'il pogne la COVID là, dans sa bulle familiale, tu ne veux pas trop de proximité avec parce qu'il a sa propre école, puis c'est pas la même que celle de tes enfants. Tu sais. Fait que tu veux mettre une cloison au milieu. Exact. Je pense que le nerf de la guerre, excuse-moi, JP, je te repasse la parole tout de suite après. Non, vas-y. Une bonne façon, je pense, de différencier les frères et sœurs puis les cousins, ça va beaucoup avec la cohésion puis quand tu fais du changement, qui change en même temps. Donc, le changement comme tel va beaucoup, beaucoup avoir d'influence sur où est-ce que tu vas mettre ces abstractions-là, puis où est-ce que tu vas arrêter ces limites-là, j'ai l'impression. Oui. Puis juste dire quelque chose par rapport à ça. Là. Ça, là, c'est comme mon cheval de bataille auprès de tout ce qui est architecture là, dans les dernières années. Cette métrique-là est la métrique la plus importante en termes de couplage là, et de choix d'abstraction, et c'est celle que personne ne regarde. Tout le monde regarde qui appelle qui. Tout le monde regarde des trucs de qui est testé avec le code coverage, mais il n'y a personne qui regarde qui change en même temps. Pourtant, ça, là, c'est probablement une des métriques les plus importantes en termes d'architecture logicielle, tant qu'à moi. Ah, je suis tout à fait d'accord. Ça fait quand même un certain temps là, que les têtes pensantes dans l'industrie commencent à nous véhiculer ça. Moi, Uncle Bob, pour en citer un, là, dans Clean Code puis dans Clean Architecture, il en parle déjà depuis un certain temps. JP, tu voulais rebondir là-dessus? Non, c'était correct. Tu es allé où je veux aller. OK, parfait. Oui, non, c'est ça. Ben, classiciste versus Mockus, on va attendre encore un petit peu. On va regarder ça. On va regarder ça pour la fin. On va faire un crescendo. Donc, les besoins d'abstraction. Moi, j'aime beaucoup que tu aies, je sais que tu ne voulais pas aller trop loin là, dans les principes solides, tu voulais garder ça plus en entrée de jeu, mais on ne peut pas vraiment parler d'abstraction sans parler d'Open Close Principle. C'est vraiment, pour moi, sont très fortement liés, puis un permet l'autre. Donc, si on veut ajouter du code sans modifier du code, c'est pas mal la seule façon de faire. Là. Mais en tout cas, en orientation objet. Mais je le dis, par contre, le talk que j'ai donné, tu peux le transposer en langage fonctionnel si tu veux. C'est juste que tu vas passer une fonction. Tu as le même mécanisme de prendre une distance. L'idée de je prends une distance et je ne sais pas comment l'autre le fait existe, peu importe ton paradigme. Là. Fait que c'est applicable. Mais oui, je suis totalement d'accord. Puis l'open close, c'est probablement mon solid principles préféré parce que je me souviens, il y a quelques années, il y a peut-être des anciens étudiants qui vont écouter le podcast et qui vont rigoler. Il y a quelques années, dans un examen, j'ai posé la question, voici un exemple de code, indiquez-moi pourquoi un de vos collègues pourrait dire que l'open close est respecté. Puis la question suivante, c'était indiquez-moi pourquoi un autre collègue pourrait prétendre qu'il n'est pas respecté. Nice. Parce que ce principe-là est impossible à respecter. Tu ne peux pas être ouvert à l'extension et jamais rien modifier. Ne serait-ce que tu prends ton new dans un. Tu sais, tu as un if sur un type, tu fais un new dedans, tu t'en vas mettre ça dans une factory. Ben ouais, mais c'est la factory qui ne respecte plus l'OCP. Mais oui, mais c'est à une seule place, donc ça ne me dérange pas parce que ça, c'est le talk de demain. Là. Oui, mais la différence, c'est que je vais avoir une place à modifier. Il est évident d'identifier la place, puis il n'y aura pas de projectile quand je vais faire le changement. Je ne rangerai pas 10 classes. Fait que, ouais, c'est mon principe préféré, l'OCP, parce que c'est celui qui demande un jugement. Tu ne peux pas l'appliquer bêtement, ce principe-là. Tu peux juste le comprendre. Ben, c'est aussi que tu as sorti ta faiblesse, si tu veux, tu l'as extrait de ton code business puis tu l'as mis dans ton graphe de construction. Ouais. Ça, c'est une autre maudite bonne affaire. Là. Exact. C'est ça. Tous ces problèmes d'extension-là, à un moment donné, arrivent puis vont apporter des fois des dépendances que tu ne te rends pas compte, genre sur un comportement particulier ou quelque chose du genre. C'est là qu'on va se ramasser avec des... Si quelqu'un va faire une nouvelle abstraction, puis il va y manquer quelque chose, ou il va se comporter différemment, puis subtilement, qui va faire que la réponse qui va être retournée à l'appelant va être subtilement différente. Puis là, on tombe plus dans le Liskov Substitution Principle, mais c'est ça qui est difficile à faire. J'ai souvent l'impression que quand les gens parlent, je vais faire une abstraction, ils ont tendance à penser, et ça va être la bonne. Puis moi, j'ai toujours l'impression que les gens deviennent timides de changer les abstractions, mais à un moment donné, le changement de cette abstraction-là, qui va être douloureux parce qu'il va peut-être falloir que tu ailles dans 3-4 endroits dans ton code, ça va être une leçon parce que ça va te forcer à repenser un petit peu à comment tu avais modélisé ça au début puis pourquoi tu l'as changé.
c'est pas juste rajouter un paramètre. Si tu fais juste rajouter un paramètre pour changer le comportement à l'intérieur, non, tu es en train de passer à côté des affaires, mais c'est important d'être capable de se dire, c'est pas grave, c'est juste une abstraction. Ça aussi, c'est du software. Ça aussi, ça change. Ça aussi, on peut devenir plus intelligent par rapport à l'utilisation. Oui, puis c'est une réponse que je donne beaucoup dans notre formation d'orientation objet. J'explique que c'est comme des digues. Tu veux protéger d'un tsunami. Demain, je vais utiliser une autre, au lieu du tsunami, demain, je vais utiliser l'explosion. J'ai un de mes anciens collègues d'ailleurs qui m'a dit de faire attention aux analogies là, d'explosion. Ça pouvait devenir morbide, là, mais l'idée, c'est que quand tu fais un changement, ça déclenche un tsunami qui fait comme une espèce de radiation, finalement, de la vague qui va se propager. Puis le jeu, en fait, de l'architecture logicielle, c'est pas d'empêcher le tsunami. Tu peux pas empêcher deux plaques tectoniques dans le fond de l'océan d'avoir un choc qui déclenche un tsunami. La question, c'est comment j'en suis protégé. Puis en architecture logicielle, notre meilleur moyen, c'est de faire des boîtes. Fait qu'on fait une boîte. Puis après ça, il faut que tu essaies de contenir l'eau dans la boîte. Mais peut-être que le changement, il est tellement fort là, parce que c'est un gros choc, là, fait qu'il va déborder dans l'autre boîte. Mais on a deux problèmes fondamentaux avec ça. La première, c'est qu'on ne sait pas où mettre les foutues boîtes. Ça, c'est le premier problème. Puis le deuxième problème, c'est qu'on pense que parce qu'on a tracé une boîte, ça veut dire que c'est hermétique. Parce que le problème, c'est que ta digue, là, c'est tracé en dessous de l'eau, ça va passer quand même. Il faut que tu la mettes suffisamment haute. Puis ça, notamment, l'abstraction est une façon de mettre une digue. Le fait d'encapsuler, mais de mettre un... Tu sais, je suis toujours fasciné par le fait qu'on dit souvent, puis je veux dire, je plaide coupable moi aussi, à certains moments de dire j'ai encapsulé dans une classe. Ouais, mais la première chose que j'ai faite, c'est mettre des getters. Fait que finalement, l'encapsulation, elle prend l'eau, là. La digue a des trous, là. Fait que tu lis de l'information. Puis, tu sais, en architecture logicielle, c'est subtil parce que ce que tu laisses couler de ta digue, c'est pas tout le temps juste une donnée. Des fois, c'est subtil, c'est de la connaissance informelle, de je sais comment tu te comportes. Bien, ça aussi, c'est un bris d'encapsulation. Fait que tu as l'encapsulation correctement étanche, puis tu as l'abstraction pour inverser la vague. Parce que le fait d'avoir inversé la flèche de dépendance fait en sorte que la vague va se mettre à se propager dans le sens inverse. Fait que, bref, c'est ça. Donc, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à réussir à jouer avec ça d'un point de vue architectural. Comment protéger ta digue et d'accepter que tu vas avoir des changements. Tu ne veux pas l'empêcher, le changement. Il va arriver. Moi, j'ai toujours... là, je vais faire un peu mon martial art weenie, là, mais en informatique, il y a beaucoup d'ego. On investit souvent beaucoup d'ego dans nos solutions parce qu'elles sont abstraites et reflètent sur notre intelligence. Il faut, là. C'est plus compliqué que ça. Mais moi, j'avais fait un stage d'arts martiaux avec un sensei japonais qui s'appelait Sato Sensei, une pièce d'homme là, solide. Puis on faisait des katas. Puis à un moment donné, on faisait des katas, puis on forçait, puis ça allait bien. Puis à un moment donné, Sato Sensei arrête, puis il nous regarde, puis il dit « J'aimerais ça, une fois dans ma vie, faire les 10 katas comme il faut. » Là, tu fais comme « Sac, c'est un des grands maîtres japonais. » Puis lui, il n'est pas encore convaincu qu'il en a réussi 10 en ligne comme du monde. Puis je ne comprends pas qu'en informatique, on n'est pas capable des fois juste un peu laisser aller, genre « Ah, je me suis trompé, on va l'arranger, ça va être... Ouais. Ça va être... » Oui, puis laisser faire la défaite de c'est la techno. Exact, oui. Ah, oui, alors, exact. le dos large. Ça, puis l'environnement. Les environnements, ils ont le dos large en temps. Oui, exactement. Ah, il y a aussi le modèle architectural, parce qu'on n'a pas utilisé domain-driven design, on n'a pas fait de microservices. Ou... Exact. Le silver bullet, là, il rentre tout le temps en quelque part dans la discussion. Si on recommence, on va le faire mieux, mais non, c'est les forces qui ont fait que ça a été boiteux vont encore être là après. On n'a rien vraiment... Tu sais, c'est jamais la technique. Moi, en tout cas... Le continuous learning, c'est la saveur du mois ou des dernières années. Puis je pense qu'il faut qu'on se l'approprie à ce niveau-là aussi. Oui. Exact. Puis, exact. Je ne sais pas si vous avez lu le livre Building Evolutionary Architecture, là, je nomme le titre par cœur, là, mais c'est intéressant, en fait. Je vais étendre un petit peu, ce n'est pas exactement ce qui est dans le livre, mais je recommande vraiment ce livre-là, soit dit en passant, mais l'idée, c'est... Ça m'a fait un choc quand j'ai lu ça. Je me suis dit, c'est tellement vrai. L'architecture logicielle, c'est un système biologique. Puis un système biologique est contraint par les lois de l'évolution.
Puis en fait, il compare beaucoup l'idée que l'architecture logicielle, c'est un système évolutif, fait que les Darwin s'appliquent finalement. Puis il faut être conscient que l'environnement, il change. C'est un petit peu comme l'évolution du temps. Tu étais dans la forêt, tu es rendu dans le désert, ben tu vas pas, c'est pas les mêmes gènes tout d'un coup qui vont survivre. Puis c'est la même chose dans une architecture logicielle, sauf que l'évolution, elle est permanente parce que le contexte change. Le contexte change parce que tu ajoutes des features. Ton contexte, il change parce que tu changes d'idée pour quelque chose, parce que la techno change, parce que peu importe. Mais c'est un système qui est évolutif. Puis normalement, c'est normal que tu as des trucs qui te présentaient. Peut-être qu'au début, ta solution vraiment simple qui ne respectait pas 3 principes solides, là, c'était la bonne. Parce qu'au début, tu n'avais pas de complexité dans le problème. C'était facile à changer, puis tu avais 4 classes. Fait que rendu à ce moment-là, les gens de la simplicité pour aller vite, ils gagnaient. Mais une bonne journée, tu vas faire un système de facturation. Puis cette journée-là, je te jure que dans tes 300 classes, là, tout d'un coup, là, les gens de la simplicité puis de faire en sorte que ça marche seulement, là, ils ne gagneront pas. Fait que tout d'un coup, tu vas être obligé de rajouter de la complexité architecturale dans le but de te prémunir contre plus de complexité. Puis pour moi, c'est un système qui est vivant comme ça. Puis comme il est vivant puis il respecte l'évolution, il faut avoir l'humilité de se dire que ça va changer constamment et que tu vas te tromper. Puis c'est même pas que tu t'es trompé, c'est j'ai fait le maximum dans le contexte que j'avais, mais ce n'est plus le même contexte. Exact. C'est tellement vrai ce que tu dis là. Puis ça vient quand on juge le code des autres aussi. Hein? Ah, il a fait ça, ce code-là est tellement spaghetti, tellement ci, tellement ça. On n'a pas le contexte. Moi, plus jeune, je jugeais énormément la qualité du code des autres. Maintenant, là, je disais, regarde, j'en ai fait du code pourri, moi aussi. Puis le contexte, il y avait beaucoup de poids sur pourquoi j'ai écrit le code de cette façon-là. Fait que je suis plus dans le jugement maintenant. Je suis comme, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux avec ce qu'on a là, tu sais? Mais guess who's gonna buy the book you just talked? This guy. Ça résonne avec moi, là, ce que tu viens de dire là. J'aime ça, ce genre de parallèle-là. Je l'achète ce soir. Il y a beaucoup de concepts intéressants dans ce livre-là sur le mais oui, exact. Non, je suis d'accord pour le jugement. J'avais vu une présentation, c'est l'année dernière, me semble, avec la COVID, tout paraît loin, mais XP 2019 là, à Montréal, je ne sais pas si vous étiez là, mais il y avait eu un talk, je ne me souviens même pas du nom de la personne, c'était un keynote speaker, puis il avait répondu, il avait dit à un moment donné, dans la vie, n'importe quoi qui vous paraît le plus mauvais, là, que ce soit dans le process ou dans le code, là, il y a toujours une bonne raison dans laquelle ça serait bon. Toujours une. Tu sais, oui, il y a des affaires qui sont... Tu sais, nommer tes variables de A à Z en recommençant en AA après, là, tu risques de chercher longtemps là, le bon contexte. Mais à la limite, tu peux dire, je suis contraint par mémoire parce que j'ai 640 cas. Tu sais, ça a déjà existé, cette contrainte-là. Voilà. Mais de nos jours, tu vas dire, je vais faire un transcompilateur pour faire ça. Mais tu sais, tu pourras toujours trouver un mécanisme d'exception. Puis c'est peut-être jeune, mes collègues qui trippent, Olivier trippe beaucoup sur le mob programming là, récemment. Puis je trouve ça intéressant parce que ça permet peut-être moins de jugement que dans le code review. C'est facile de dire ça. Tu sais, dans le code review, là, quand tout ce que tu fais comme commentaire, c'est de dire ça viole l'OCP. C'est comme tes poches, t'as violé l'OCP. Fait que, tu sais, ça peut être problématique. Dans le mob, bien évidemment, là, ça prend un bon facilitateur. Il faut que tu saches comment, tu sais, il faut que tu aies appris à gérer ça, mais ouais, je suis d'accord, totalement. Je pense que les gens se gardent une petite gêne aussi, tu sais, parce qu'ils savent qu'ils vont passer au clavier, eux autres aussi, là, puis ils vont vouloir avoir le même genre d'indulgence de la part des gens, tu sais. Oui, exact. Puis il y a toujours quelque chose, c'est plus facile de répondre. C'est plus facile d'interpréter que c'est bête quand tu réponds vite à un code review sur ton clavier. Généralement, tu as une gêne supplémentaire quand tu regardes la personne. Donc... Oui, et c'est vrai en tout, c'est vrai les réseaux sociaux, c'est vrai tout, mais en plus... Vas-y. Voilà. En plus, en informatique, on a une pas pire proportion de gens qui ne sont pas particulièrement aptes socialement. Fait que quand tu les mets devant un clavier, ils ne sont pas plus aptes. Ça devient souvent sec. Tu veux dire, ils ne sont pas nécessairement doués en communication, des choses comme ça. Exact, c'est ça. Puis, c'est pas mieux quand ils sont sur un clavier. Puis, la personne qui le reçoit aussi n'est peut-être pas apte non plus à recevoir cette communication-là. Et tout ce que tu fais, c'est créer des rivalités, des choses, toutes sortes de choses qu'il faut vraiment éviter parce que tout le monde est fragile. Imagine un peu dans une situation où il faut livrer dans 2 semaines puis qu'il nous reste 4 semaines de travail et que le monde se parle comme ça. Moi, j'ai vu des places là, où le monde partait à pleurer. Là, tu fais comme, sac, non, il faut qu'on règle ça. Là. C'est pas la bonne façon parce que cette personne-là ne pleurerait pas normalement. Puis là, elle est juste stressée puis elle ne m'aidera plus. Là. C'est pas moi qui a fait pleurer la personne, j'aimerais ça être clair que c'est pas moi. Mais je trouve,
on s'éloigne un peu de l'architecture, mais c'est ça pour moi aussi, l'agilité. Tu sais, on est dans une conférence sur l'agilité. Pour moi, c'était, je ne vais pas passer parce que c'est changé. Je veux dire, à l'époque, là, c'était déjà ça un peu. L'aspect humain est important là-dedans. Puis j'ai toujours trouvé, tu sais, souvent, je vais être coach technique à certains endroits, puis je me dis, là, il me semble que vous avez besoin d'un Scrum Master, pas Scrum Master chargé de projet, vous avez besoin d'un Scrum Master avec des skills humains, là, parce que ça, là, mine de rien, là, ça va augmenter la productivité des développeurs. On n'est pas productif comme développeurs en silo dans notre coin, on est productif en collaborant parce que ce qu'on fait, on est un domaine. Je veux dire, génie logiciel, là, on ne rentrera pas dans le débat là, au Québec entre génie et pas génie, là, c'est pas ça le point. Mais comme, je veux dire, génie logiciel au sens large, tu sais, on est un domaine, je trouve, qui ressemble beaucoup plus, en fait, à des médecins, par exemple, qui doivent travailler multidisciplinaire, faire des diagnostics. Tu sais, j'écoutais l'autre jour, j'écoutais un autre podcast de médecins qui expliquait toute la manière dont fonctionne un diagnostic clinique, le non-verbal, OK, je vois le patient arriver, il se lève. La manière dont il se lève, j'ai déjà filtré mes 5 premières hypothèses. Je sais la première question que je vais lui poser. J'invalide, je me dis, ça serait quoi le cas qu'il ne faudrait pas que je laisse passer, même si ça n'a pas l'air de ça, mettons. Je vais essayer d'invalider ça. Puis tout le raisonnement qu'il y a en arrière. Puis je trouve que ça ressemble peut-être plus, puis là, les analogies ont toujours des limites, mais je trouve que ça ressemble peut-être plus à notre profession que le génie civil, peut-être, qui est plus, tu sais, basé sur des lois naturelles. Nous, il y a une forme d'art, la même art qu'en médecine, tu sais, c'est pas une séance certaine, là, il y a une partie de jugement, puis donc, il y a de l'humain là-dedans. Donc, je suis toujours déçu de voir des entreprises, mettons, qui vont aller investir beaucoup sur le côté technique, coach technique, ça, formation. Mais si on veut être efficace, là, comme développeur, il faut collaborer. Il faut collaborer pour faire des architectures, il faut collaborer ensemble pour travailler, il faut collaborer donc humainement. Fait qu'il ne faut pas négliger l'aspect humain du Scrum Master. Tu peux sauver énormément avec ça, mais ce n'est pas toujours ce qui est valorisé, malheureusement. Ouais, c'est un autre argument contre les comparaisons entre l'architecture matérielle et l'architecture humaine. C'est des machines qui font des briques, c'est des gens qui font du code. On n'est pas exactement à la même place. C'est vrai qu'on s'éloigne un peu de l'architecture, mais de l'autre côté, c'est comme si on avait une bière et on jasait. C'est ça. C'était ça le but. Moi, j'avais lu, quand j'ai lu, comment ça s'appelle, Building Microservices de Sam Newman. Sam Newman, ouais. Il y a un chapitre au complet sur qu'est-ce qu'un architecte. Puis il ne parle pas de skills techniques. Il parle beaucoup de faut allier la vision de quelqu'un avec quelqu'un d'autre. Puis je trouve que c'est rafraîchissant des choses comme ça. Oui, puis d'ailleurs, Pascal, non, ça, c'est quelque chose que j'essaye d'enseigner chez plusieurs clients actuellement. Puis, je veux dire, puis je ne suis pas meilleur que les autres. Là, je veux dire, on apprend puis on s'ajuste. Mais j'essaye d'expliquer à plusieurs architectes, surtout ceux qui sont nouveaux dans ces rôles-là, tech lead d'architecte. J'essaie de leur expliquer ton rôle à partir de maintenant, c'est de faire moins de doing. Il ne faut plus que tu le fasses. Il faut que tu enseignes. Il faut que je t'aide à devenir un enseignant. Quelqu'un va dire qu'il faut que je t'enseigne aussi à devenir un coach, mais ça, c'est peut-être dans un deuxième temps. Mais dans un premier temps, là, il faut que tu enseignes. Il ne faut pas que tu dises « Hey, voilà le frame avec l'architecture qu'on va utiliser. » Parce que la personne va l'utiliser bêtement, puis à un moment donné, tu vas arriver un bon matin, tu vas dire « Mais pourquoi il a fait ça de même? C'est tellement pas une bonne idée. » Oui, mais il ne sait pas parce que tu ne lui as pas expliqué. Alors, c'est important de se transformer, là, le côté humain. Là. Quand tu es devenu architecte, là, à partir de maintenant, tu es au service des autres. Oui. Donc, il faut que tu écoutes, puis il faut que tu sois capable de dire « Je vais t'enseigner. » Fait que fais lire, viens-moi. Puis là, il y a quelques années, j'avais donné un talk avec deux personnes de la presse plus puis Nougif. On avait fait un talk sur apprendre à apprendre, modèle de Dreyfus. Puis, c'est important. Dans le modèle de Dreyfus, premier niveau, je suis débutant, j'ai besoin d'une recette. Fait que ça ne veut pas dire de ne pas donner une recette du tout. Ça, je trouve que des fois, comme coach, j'ai un mea culpa un peu aussi là-dessus. Des fois, comme coach, on a l'impression qu'on est à deux vitesses, puis on dit « Ah, il faut qu'il se débrouille, il faut que j'y pose des questions pour qu'il réfléchisse lui-même. » Puis je suis tout d'accord avec ça. Mais quand il est dans l'étape débutant, modèle de Dreyfus, premier niveau, bien, il a besoin d'une recette. Fait que c'est peut-être pas le temps de dire à la personne tout de suite « Bien, fais-les, puis on verra. » Sa confiance en lui pour en prendre une claque, c'est peut-être pas une bonne idée. Puis peut-être que step 1, c'est pas non plus de demander « Qu'est-ce que tu en penses? » qu'il va te répondre « Je te paye pour me dire que tu sais. » Fait que première étape, OK, ben, tu pourrais faire ça, une couple de questions pour l'amener là parce que tu veux pédagogiquement qu'il le trouve peut-être lui-même, mais tu diriges là, vraiment beaucoup. Puis, OK, on pourrait faire ça même, mais là, ça, c'est une recette. Fait que là, quand tu vas trouver les limites de la recette, là, on va se rejaser, là, parce qu'elle ne s'appliquera pas tout le temps. Fait que là, on va en trouver une deuxième. Puis, tu sais, je me souviens d'une personne que je coachais, je me souviens de sa figure à un moment donné.
je me cache en quelque part proche de l'équipe, tu sais, pour travailler un peu. Puis il vient me voir, puis là, il me dit là, j'essaye de faire un test. Je sais me souvenir, ça fait quelques années, là, mais c'est quelque chose de genre j'essaye de faire un test d'une classe qui hérite d'une autre. Et puis là, ça ne marche pas, cette affaire-là. Puis là, je me demande s'il faut que je fasse 2 tests, puis tout. Puis là, je me lève la tête, puis là, je me dis, ouais, mais c'est pas ça le problème, c'est le design qui a un problème. Puis il fait une pause, il me regarde, fait comme, oh, je le sais, c'est composition over inheritance. C'est ça le problème, c'est pas un héritage, fallait que je fasse. Mais n'est-ce pas merveilleux? Ben oui. Cette journée-là, cette personne-là s'en est souvenue tout le reste de sa vie. Exact. Elle a fait le cheminement. Moi, c'est ça que j'ai appris quand j'ai commencé à faire du coaching, ça me frustrait un peu de me faire répondre. Tu sais, quand tu poses une question, de faire répondre systématiquement par une question. Moi, je pense qu'il y a des coachs qui ne sont pas très bons à savoir quand est-ce que tu dois challenger. Puis le shifting entre mentoring et coaching, des fois, il faut que tu sois capable de jouer sur les 2 pôles, un peu comme ce que tu viens de dire. Moi, ce que j'ai appris, c'est que les raccourcis ne servent jamais très bien les gens que tu coaches. C'est-à-dire, leur planter une solution ou la réponse, entre guillemets, de ce qu'ils devraient faire, selon toi, avec les informations et le contexte que tu as de leurs problèmes. Premièrement, tu peux être way off parce que tu n'as pas tout le contexte. Puis, deuxièmement, j'ai remarqué, pour avoir fait l'erreur au début quand j'ai commencé à coacher, que d'essayer de leur faire prendre des shortcuts comme ça, il leur manque tout le cheminement. Puis c'est ce cheminement-là qui vient faire germer dans leur tête toutes ces petites perles-là d'apprentissage qui vont rester. Donc, parce qu'ils n'ont pas fait le cheminement, ils n'apprécient pas non plus à sa juste valeur, même si ça marche. Disons que la proposition marchait, juste pour l'argument que je suis en train de faire, mais ils ne comprennent pas ou ils n'apprécient pas autant d'être rendus là où ils sont parce qu'ils n'ont pas souffert, dans le fond, de ne pas être là. Puis il y a tous les efforts qu'il y a à faire pour se rendre là. La difficulté, c'est la balance parce qu'en même temps, tu veux t'assurer. Je n'avais pas fermé mon téléphone, ça a l'air. Tu veux t'assurer en même temps d'une certaine balance qui fait en sorte qu'en même temps, la personne n'est pas découragée. Puis il y a des moments, tu sais, des fois, c'est tendu, puis il faut qu'il fasse un choix. Puis là, c'est comme, il y a un cap à un moment donné, tu ne veux pas non plus tellement dire vas-y par toi-même, parce que tu veux dire comme il va se planter. Tu sais, c'est comme, OK, regarde, ben, là, moi, je pense que tu es mieux de virer à gauche, là, puis on analysera ça genre après, puis Fait que c'est cette balance-là. Mais en même temps, c'est comme n'importe quoi, on est tous humains. Fait que c'est toute la balance entre les deux qui est difficile comme enseignant, comme de dire OK, là, je vais te donner la recette, mais là, je ne voudrais pas que tu apprennes pour du cash, tu sais. Parce que quand même, je te dirais, essaye de la trouver, là, tu ne la trouveras pas, là, tu sais. Fait que je vais t'aider, là, puis fais donc ça. Mais on se donne-tu un checkpoint, par exemple? Tu sais, on la révise-tu? Je vais t'aider peut-être à avoir un mécanisme d'amélioration puis de continuous learning en même temps. Ça va peut-être t'aider aussi pour avoir une balance. Parce que, puis, tu sais, le modèle Dreyfus, c'est un peu ça qui dit, t'es niveau 1. Niveau 1, tu veux une recette. Moi, tu sais, je l'ai déjà dit dans une conférence, là, moi, en cuisine, je suis nul, là. Fait que quand je fais de la cuisine, là, ben, j'ai brûlé des affaires, puis je me dis, voyons, bon sang, je l'ai suivi, la recette de Ricardo, là. J'ai fait exactement ce qu'il dit. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Mais là, quand même, tu me pondrais la théorie sur comment marche le four, puis ci, puis ça, je te regardais avec des œufs bien ronds en disant, ouais, mais là, concrètement, je fais comment pour mes panais, ils ne brûlent pas, là. Fait que, il faut savoir détecter, puis tu sais, il y a des mots-clés, là. Ouais, mais concrètement, OK, il y a besoin d'une recette, là. Oui. Je pense que la posture mentale qui est super importante là-dedans. Là. Celui à qui tu prodigues le coaching, celui à qui tu infliges ton coaching, est-ce qu'il est dans une bonne posture mentale pour être en mode apprentissage ou au contraire, il est stressé, il y a un deadline, puis il faut qu'il trouve la solution là parce que c'est là qu'il faut que ça arrive. Donc, c'est d'être capable de changer, toi, ta posture face à lui, puis de dire, OK, ben là, c'est pas le temps, là. Il n'est pas prédisposé à explorer quelque chose. Là, en ce moment, il a besoin d'une solution. Bon, comme tu dis, on se fait un petit point de rappel, puis on va en reparler plus tard. Oui, effectivement. Hey, il est 5h moins quart. On se fait-tu une petite finale sur classiciste versus moquiste? Bonsoir. Écoute,
Moi, comme pas mal de monde, là, j'ai entendu, j'ai lu plutôt le Mux Aren't Stop de Martin Fowler, puis ça m'a beaucoup aidé à me positionner là-dedans. Tantôt, on en parlait avec JP, et puis on est d'accord sur le fond, pas nécessairement sur comment on le fait, mais en bout de ligne, ça a l'air de vouloir s'aligner un petit peu. Toi, je regardais un peu vos curriculums de formation chez ELAPS. Vous parlez beaucoup de MOOC. Est-ce que je peux me permettre d'assumer que tu es dans cette position-là un peu plus ou ça va un peu comme tu dis dans ton talk tantôt, ça dépend comment on interprète le mot MOOC, dépendamment des écoles de pension, c'est pas tout le temps défini de la même façon. Bon, je te dirais, non chez Elaps, on n'est pas forcément moquiste. D'ailleurs, mon collègue Pascal n'est pas pantoute. On a eu des très beaux débats. C'est pour ça que je ris. Là, ça va être le fun, ce débat-là. Je l'ai déjà eu. Non, la raison pour laquelle je réponds à ça en premier, là, la raison pour laquelle on parle beaucoup de MOOC, c'est simplement parce que c'est un problème courant. Fait que je trouve ça important. Tu sais, on essaie de positionner nos formations comme pas, même les formations débutantes ne sont pas hyper débutantes. Tu sais. Puis les vrais problèmes que le monde rencontre, c'est les trucs de MOOC. Là, fait qu'il faut en parler sérieusement. Je trouve que la partie comme le TDD, je peux bien faire, je fais genre une formation de TDD. On s'entend-tu que c'est 10% de la formation de TDD? Parce qu'une fois que je t'ai montré la boucle, il faut juste que tu pratiques. T'sais. Fait que le reste, là, tes vrais problèmes là, que tu vas avoir dans la vie, là, c'est des problèmes de relation avec l'architecture logicielle puis ton test. C'est ça que tu vas remplanter comme problème. Tu n'en seras peut-être pas conscient, fait que je vais te conscientiser. Puis l'autre chose, c'est les MOOC. Puis il va falloir avoir ce débat-là. Dans une formation d'intro, je parle pas, je glisse à la fin parce que toujours quelqu'un me pose une question, londonien versus, mais j'en parle pas vraiment. T'sais. Bon, est-ce que moi, je suis devenu un londonien, mais je ne suis pas né avec ça parce que j'ai commencé à faire du CD en 2005. C'est un peu après. En tout cas, moi, je n'ai pas été en contact avec le londonien avant Growing Object-Oriented Software Guided by Test, que j'ai lu, je me souviens pas quelle année, mais bref, c'est après. Là. Je pense que c'est autour de 2010, 2011. Okay. Puis j'ai comme switché, puis j'ai vraiment eu un wow, là, à un moment donné. Je travaillais pour faire ma maîtrise à ce moment-là, puis ma maîtrise, c'est un peu compliqué, là, mais en gros, c'est l'analyse de qu'est-ce qui se passe quelqu'un qui utilise l'Aspect-Oriented Programming de l'AOP. À l'époque, c'était à la mode, là. C'est mort, là, mais c'était la mode. Donc, si tu utilises de l'AOP dans un projet de type Extreme Programming, donc, et que tu fais des tests en TDD. C'était ça mon sujet de maîtrise. Puis j'ai codé un framework de mocking pour être capable de détecter si tes aspects weave correctement. Bon, après, cette partie technique sur mon mémoire qui ne vous intéresse pas prendre tout ça pour dire que c'est en codant ce foutu framework-là que j'ai eu comme un... Parce que c'est très complexe, parce que c'est tout des plugins, cette affaire-là, puis je me bind d'un compilateur, puis ci, puis ça. Puis mon défi, c'était de faire ça pas de Java Agent, fait que ça marche natif, puis en tout cas. Puis... je fais une première affaire, puis là, je viens de faire une deuxième feature à coder, puis là, je regarde mon design, je me dis, c'est sûr que c'est à tort, ce design-là. Puis, tu sais, on parlait de design évolutif, là, avant, là, c'est comme correct, j'assume que j'ai fait une feature avec un bon design flexible, puis là, je me dis, il va changer, là, clairement. Mais comme quoi, on est très mauvais pour évaluer les changements dans une architecture qu'on ne mesure pas vraiment, ben, je me suis dit, je vais faire la technique top-down, tu sais, la nouvelle patente que j'ai lue. Puis là, je pars puis je fais de l'ATDD parce que j'ai mes tests d'acceptation. Fait que je prends mon test d'acceptation qui est en JUnit, comme quoi tu n'es pas obligé d'utiliser Cucumber. Fait que je fais mon test d'acceptation. Puis là, je commence à driller en faisant du TDD, mes 600 chaînes, tout est beau. Puis là, finalement, tout d'un coup, j'arrive à la fin, puis cloc, le test d'acceptation passe au vert. Puis là, je me dis, voyons donc, il me semble que je n'ai rien changé dans ce design-là. Finalement, le design, il le supportait. Fait que j'ai eu vraiment un coup de cœur à ce moment-là, mais j'étais dans un problème à résoudre très typique pour l'école. Fait que, tu sais, si j'arrive, pour ne pas parler trop longtemps, là, je dirais que ça m'a aussi fait prendre conscience que pour moi, ces deux écoles-là ont des contextes d'application. Pour moi, c'est la même affaire que de choisir d'utiliser le Domain-Driven Design. Tu n'utilises pas du Domain-Driven Design dans une application CRUD. Le sous-titre là, de Rick Evans, c'est attaquer la complexité au corps du logiciel. Fait que si tu n'as pas de complexité, tu mets du DDD, tu vas en mettre. Fait que c'est pas une bonne idée. Ben, l'école londonienne, moi j'ai toujours dit, puis c'est mon analyse. D'ailleurs, l'école londonienne, je sais que Nat Price et Freeman n'aiment pas qu'on dise ça, là, ça a l'air, mais on se comprend. T'sais, pour moi, là, c'est typique. Ça a été inventé, entre guillemets, à Londres. Qu'est-ce qu'il y a à Londres? C'est des banques. Ben, des banques, des compagnies d'assurance, pour moi, c'est un type d'architecture dans laquelle l'école londonienne est vraiment très bonne parce que c'est une incertitude dans laquelle tu es incapable, ton cerveau les fait buffer overflow. Il ne peut pas comprendre c'est quoi l'architecture. Les abstractions vont être où? C'est juste trop compliqué.
Donc, à cause de ça, pour moi, l'école londonienne, c'est une méthode systématique de design. Donc, comme j'ai de la misère à identifier, comme dans mon projet, où vont être les abstractions, je me laisse guider toujours en fonction de l'appelant. Tu veux toujours designer tes abstractions comme une capacité qui est designée en fonction de l'appelant. Bien, je me positionne dans le test de l'appelant, puis j'oblige finalement le suivant à respecter mon contrat. Fait que pour moi, c'est ça l'école londonienne. Mais si demain, par contre, tu me demandes de faire des trucs qui sont proches des mathématiques, donc tout ce qui est de l'algorithmique, l'école londonienne ne marche absolument pas bien. Parce qu'il n'y a pas de délégation là-dedans, il n'y a pas d'interaction, c'est de l'algorithmique. Fait que là, fais de la triangulation, fais du TDD en triangulation. Puis pour moi, ça représente bien l'école de, entre guillemets, Chicago, tu sais, Chrysler, Kenbeck au début, Londres, Banque. Moi, je trouve qu'en tout cas, même si ce n'est pas ça la réalité, je trouve que ça le représente bien. Bref, long monologue là, pour répondre à ta question, mais c'est un peu écoute, tu es notre invité, on veut t'entendre. Oui, mais ça m'intéresse de vous entendre aussi, puisqu'on va avoir un débat, là, je sens. Là. Tu veux y aller, JP, ou tu veux? Vas-y en premier, fais-toi plaisir. Ben, moi, dans le fond, j'essayais de trouver tout simplement sur quel pied danser. Donc, si je situe un peu, là, juste pour être sûr qu'on parle des mêmes choses, là, pour moi, un mock, c'est un framework de mock. Donc, on va enregistrer des when, exemple, puis on va s'assurer que donc, le comportement a été appelé. Là, je suis tombé, comme sur Mishko Avery, comme je disais tantôt, qui lui favorisait plus une approche où il réutilise les vraies classes et tout. Puis, avant ça, un petit peu, l'article de Martin Fowler que je citais. Puis, j'ai essayé de me faire une tête là-dessus parce que j'avais eu pour mandat chez Desjardins en 2010 de commencer à mettre des tests unitaires automatisés dans Accéder. Puis là, je me disais, OK, c'est quoi l'approche? Est-ce qu'on veut y aller avec mock ou pas? Puis là, avec le livre de Michael Feathers sur comment travailler efficacement avec des systèmes legacy, je voyais que, les solutions qu'il apportait, ça se jouait beaucoup au niveau de l'inversion de dépendance, puis de s'assurer, don't hide a tough into a tuck ou vice-versa. Je me rappelle plus dans quel ordre. Donc, c'est ça. Là, après ça, je me suis intéressé à qu'est-ce qui fragilise une suite de tests? Parce que j'entendais ça beaucoup de mes collègues. Ah, Pascal, tu veux qu'on fasse des tests, mais là, on passe plus de temps à écrire des tests qu'à faire du code de production. Et là, je me suis dit, OK, si on peut essayer de faire en sorte qu'on ne fragilise pas nos classes de tests trop, si on change l'implémentation, ça reste stable, tout ça. C'est là que j'ai choisi mon camp, tu vois. C'est là où j'ai fini par dire, OK, si je ne suis pas en train de décrire le comportement, donc je ne me baigne pas à l'implémentation, donc, s'il y a un changement d'implémentation, là, avec la limite, comme tu l'as, d'ailleurs, j'étais très content que tu le soulignes tantôt dans ta conférence. Si tu changes l'abstraction, évidemment, tu as des ripple effects ailleurs. Donc, c'est de mettre de l'abstraction. Oui, ça va t'empêcher la prolifération des changements, mais pas à tout coup, pas dans 100% des cas. Il faut qu'elle soit stable. Exact. Il faut dépendre vers la stabilité, exactement. Là, c'est ça. Donc, moi, le choix que j'ai fait, c'est, je me suis dit, si je ne dépends pas du comportement, mais plutôt, je donne, pour un input donné, je vérifie l'état du système après, puis ça devient boîte noire, je sais que les changements d'implémentation, tant que l'interface publique est respectée, je n'aurai pas de fragilisation de mes tests unitaires à ce moment-là. Puis c'est comme ça que j'ai choisi mon camp, en bref. En bref, mais en long, dans le fond, ça a été super long, moi aussi. Moi, j'ai toujours été le plus pragmatique que je peux. Là, je suis l'air à chier sur les gens qui ne le seraient peut-être pas, spécifiquement Pascal, parce que je le taquine là-dessus. Mais, je viens moi, j'ai travaillé longtemps en télécom. Puis les télécoms, l'affaire que j'ai le plus travaillé dessus, je pense, de ma vie, c'est des serveurs SIP. Les serveurs SIP sont asynchrones de leur nature. Fait que, où nous, on a tendance, c'est dans des systèmes business classiques, là, genre, c'est une base de données, on coupe là, c'est un serveur web, on coupe là, on ne veut pas envoyer. Les services en télécom, quand ils sont extrêmement asynchrones et que tu rentres dans ce job-là avec du code existant, ça devient, tout est un TOC. Tout est un test unfriendly object. C'est parce que, justement, tes tests, à un moment donné, ils délèguent des objets à d'autres threads qui lancent des affaires et ça devient très difficile. Il faut moquer à peu près tout. Puis ce n'est pas juste à des limites qu'on pense que c'est des limites où
Ah, ça, c'est une limite évidente. Fait que rapidement, je me suis mis à moquer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais c'est des systèmes... ça dépasse complexe, ça devient compliqué à ces moments-là. Fait que c'est des habitudes qu'on prend, puis j'ai travaillé quand même presque une dizaine d'années en télécom. Puis on arrive souvent à... Fait que c'est des mauvaises... Encore là, je ne dis pas que c'est une mauvaise habitude, c'est un arc, c'est un outil dans mon coffre à outils que je sors trop souvent des fois. Ouais. Mais pour moi, excuse, vas-y. Vas-y. Pour moi, tu sais, j'ai envie de dire que je pense que le débat, il faut le placer ailleurs. Puis ça, je pense que c'est une des méconceptions, en fait, je dis ça en français, ça, en tout cas, à propos de l'approche mockiste. Pour moi, c'est pas l'approche londonienne utilise les mocks comme outil de design. Pour moi, c'est ça la clé. Puis c'est forcément pas tout. Tu n'as pas besoin finalement d'utiliser cet outil-là dans tous les contextes. Fait que, tu sais, je trouve que le débat qu'on a est intéressant parce que dans le fond, ce qu'on est en train de dire, c'est moi, je n'ai pas fait ça de même, moi, je fais ça de même. Mais parce que ça dépendait du contexte dans lequel on était. Parce que, fait que pour moi, c'est ça. Mais l'approche londonienne, c'est une approche qui te permet de définir mieux justement tes abstractions. Fait que c'est une approche dans laquelle tu définis d'abord d'ailleurs les abstractions puis tu en enlèves généralement après. Mais l'idée, c'est que je dois vouloir me protéger, je dois découvrir. Pour moi, l'approche londonienne, c'est que j'utilise des mocks comme une façon de découvrir où sont mes abstractions. Puis c'est une façon d'obtenir des abstractions qui sont plus proches des capacités. Tu sais, je suis réservable. C'est un rôle que je suis en train de te donner. Je ne suis pas en train de te donner une responsabilité. Ce n'est pas la caisse qui s'appelle e-caisse. C'est pas ça. Là. Non. Fait que, pour moi, mais c'est un outil de design. Fait que pour moi, ce n'est pas vraiment un débat. Devrait-on mettre plus ou moins de mots? Tu sais, dans ce que tu disais tantôt, Pascal, pour moi, puis là, je l'ai dit dans la conférence d'ailleurs, la définition du stop puis mock dépend d'un auteur ou d'un autre. Puis moi, je place la définition du mock plus loin. Tu sais, pour moi, le fait de juste dire je t'ai passé un faux qui va te configurer pour couper la dépendance, pour moi, c'est un stop. Le mock, c'est j'ai voulu te poser l'outcome de la classe dépend d'une interaction. Tu sais, je disais dans le Q&A tout à l'heure, un exemple, j'ai un ATM qui dépend d'un cash dispenser. L'ATM, quand tu dis je veux documenter ce qu'a fait la classe guichet, bien, quand je fais un retrait, elle donne l'argent. Mais comment s'exprime dans le cas de donner l'argent? Elle s'exprime par l'appel vers une abstraction cash dispenser. Donc, c'est ça. Fait qu'elle a un sens d'un point de vue orienté objet. Donc, je suis en train de définir l'abstraction cash dispenser parce que je me dis, puis ça, c'est une erreur que je vois beaucoup pour les gens qui essayent de faire de la londonienne pour la première fois. J'ai un exercice dans une des formations un peu plus avancé dans lequel je piège un peu les gens. Puis là, je vais essayer pour ceux qui seraient à la formation plus tard de ne pas donner le détail, mais il y a un piège dedans parce que je fais exprès pour leur donner une user story puis je fais tout pour que le monde fasse une approche top-down. Fait que là, naturellement, ils ne connaissent rien de l'approche londonienne. Ils partent d'en haut puis ils drillent vers le bas. Puis là, ça donne un design où il y a des violations du tel dont task partout. Ils vont chercher les données. Puis là, les tests sont hyper lourds. Puis j'aime faire après la démo, je le refais comme ils l'ont fait. Puis après ça, je leur dis, regardez, le problème, c'est que vous n'avez pas posé la bonne question. Vous auriez simplifié la vie en faisant une approche bottom-up pour commencer puisque vous êtes plus débutant, mais vous n'êtes pas posé la bonne question. Oui, c'est ça. Puis là, je fais le refactoring. Puis là, tu vois comme le nombre de tests fondent tout d'un coup. Parce que c'est juste que tu n'as pas appliqué les bonnes questions. Quand tu fais une approche top-down, la première question que tu te poses dans le premier objet en haut, dans le domaine driven design, à ton application service, il y a qu'est-ce, ou la couche ou l'objet d'après. La question, ce n'est pas qui je dois moquer. La question, c'est cette classe-ci doit avoir des interactions avec qui? Quels sont les contrats dont elle dépend? C'est ça la question. Puis on ne parle même pas des objets friendly, on parle des unfriendly. Puis ouais. Ça revient, j'avais vu, je me souviens plus dans quel livre ils disent, dans l'approche mockiste, c'est de ressortir les vieux, tu sais, les cartes CRC, tu sais, les cartes là, qui étaient faites à une certaine époque pour faire de la modélisation, là, tu mettais comme le nom du candidat en haut, les responsabilités à gauche et les collaborateurs à droite. Là. Ben, c'est ça l'approche mockiste. Je regarde la classe ATM. Si je suis en approche mockiste, première question que je me pose, c'est pour être capable de remplir mes responsabilités, de quel collaborateur ai-je besoin? Quels sont les contrats dont j'ai besoin? Ce n'est pas ma responsabilité de donner le cash. Moi, je ne suis pas un cash dispenser avec plugué sur l'USB. Là. Fait que j'ai besoin de quelqu'un pour donner l'argent. Ah, il existe un cash dispenser, c'est une abstraction. C'est quoi le contrat? Ben, si je dis dispense avec 20$, il faut qu'il donne 20$. Je suis en train de définir le contrat pour l'autre. Donc, pour moi, mais c'est pour ça que là aussi, l'approche londonienne, à mon avis, plus difficile. Puis bref, tout est tout le temps une question de contexte. Oui, ben, moi, c'est ce que j'ai retenu tout de suite quand JP parlait tantôt. C'est
regarde, j'ai jamais programmé ça, moi, des serveurs cibles, puis ça, puis probablement que c'était la meilleure approche à prendre dans ce cas-là, tu sais. Moi, perso, des mocks au sens genre Mockito ou JMockit ou whatever, là, j'utilise ça quand je suis dans du code legacy puis que le code n'est pas testable. Donc, il n'a pas été pensé avec la testabilité en avant-plan. Donc, pour être capable de faire du refactoring responsable, ben, je vais utiliser un framework de mock comme ça pour être capable de dealer avec tout ce qui est classe statique, méthode final ou des trucs que je ne peux pas hériter, dériver ou whatever. Donc, overloader ou overrider, pardon. C'est ça. Je l'utilise vraiment comme un outil. Puis, dépendamment du contexte, je vais prendre un outil X ou un outil Y pour accomplir les tâches que j'ai besoin de faire. Je ne suis pas tout le temps dans le go-to stub ou go-to fake ou go-to dummy ou go-to mock. J'essaie de m'adapter, mais pour moi, j'essaie de le garder tout le temps le plus simple possible. Puis, il faut dire que je me rappelle de d'autres raisons qui m'ont amené là, c'est qu'il y avait un gros coût à ça aussi. Utiliser un framework de mock jadis. Donc, il fallait que tu aies des interfaces. Maintenant, ce n'est plus le cas. Mais avant, je me rappelle au début, si tu n'avais pas d'interface, mais là, si tu faisais un mock à partir d'une classe concrète, mais tu dépendais des dépendances. Fait que là, ça faisait un truc à n'en plus finir, cyclique. Et ça, en même temps, c'est intéressant, ce cas-là. Parce que ça montre en même temps, il faut se poser aussi la question, pourquoi est-ce que tu veux faire un mock d'une classe concrète? C'est-tu parce qu'elle aurait dû être abstraite ou c'est juste parce que c'est deux friendly classes puis tu ne devrais pas mettre un mock dans le chemin? C'est peut-être la conclusion. Possiblement. Ben, ou peut-être aussi que c'était une dépendance complexe. On était en périphérie de notre module et on voulait interagir avec quelque chose. C'est toute une question de contexte. Mais bref, c'est ça. Moi, j'y allais vraiment avec cette optique-là où, à cette époque-là, il y avait un coût à ça. Puis de monter, charger tout ça en mémoire, il y avait un coût à ça. Puis ça ralentissait beaucoup les tests. Là, maintenant, avec l'instrumentation de la JVM, tout ça, on est ailleurs. Là, le coût est minimal. Ça a beaucoup changé à ce niveau-là. Le dernier argument qui me resterait, c'est plus l'impact que ça a sur le TDD. Ça te force à prendre des décisions de design un peu trop d'avance, je trouve, parce qu'il faut que tu saches comment tu vas collaborer avec les autres. Donc, tu tombes en mode boîte blanche au lieu d'être en mode black box où tu dis c'est pas ma responsabilité, j'en ai rien à cirer, c'est qui va s'en occuper. It's a concern for future me. Ouais. Futur moi va dealer avec ça plus tard dans le temps. Mais je trouve ça intéressant ce que tu viens de dire parce que ça dépend aussi, puis ça nous ramène encore au contexte. Parce que cet argument-là est beaucoup plus vrai dans des contextes plus algorithmiques, comme je disais tout à l'heure, moins vrai dans des contextes de haute délégation. Parce que si ce que tu as besoin, parce que là, on va s'entendre, mettons que c'est ça que tu as besoin d'un design où tu veux respecter le tell long task au maximum. Dans ce contexte-là, tu veux peu de retour. Parce que là, je ne suis pas en train de dire pantoute le tel longtemps, c'est que tu ne returnes pas, c'est pas ça que j'ai dit. Mais généralement, tu veux ton diagramme de séquence, tu le veux beaucoup plus en escalier, puis moins d'affaires, tu retournes sur cadre, tu retournes sur tard. Tu veux plus déléguer. Dans une architecture comme celle-là, tu brises moins la boîte blanche parce qu'en fait, ton outcome que tu veux tester est presque toujours via une délégation parce que c'est ça l'architecture qui s'y prête. Mais ça s'y prête où? Dans les contextes qu'on aimait tout à l'heure, où tu as beaucoup de collaborateurs qui doivent aller faire une partie du travail. Tu ne veux surtout pas savoir, tu veux te fermer les yeux et te pincer le nez. Fait que tu as beaucoup de... C'est ça. Fait que puis c'est le même... Tout le débat qu'on a à propos de ça, c'est le même aussi qu'on a dans d'autres aspects de l'architecture. On voit tellement l'architecture de shell comme du blanc ou noir. Hey, je me souviens du débat qu'il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, une couple d'années, le TDD is dead, DHH, Ruby on Rails. Là, ça a duré des mois, cette histoire-là. Martin Fowler, Bob Martin qui répondait à coups de blog post. Puis, je sais pas. Mais tu sais, la réalité, c'est que quand tu regardes ça avec le recul, j'ai réécouté tout ça, là. Tu regardes ça avec le recul, c'est les deux, ils ont raison, c'est juste qu'ils ne sont pas dans le même contexte. Tu as quelqu'un qui a fait Ruby on Rails qui fait des applications CRUD system. Puis dans du CRUD system, là, tu veux le minimum de mock dans ton stuff, puis tu veux le minimum d'abstraction. Puis là, on ne peut pas dessiner dans un podcast, mais dans des formations, je fais une démonstration de ça en disant c'est une question de gestion de changement. Tu sais, tu disais tantôt, JP, tu disais. C'est toute une question de c'est quoi les changements, puis on ne mesure pas ça, puis etc. Mais c'est encore ça, je fais une démo dans laquelle je dis, si tu as un CRUD system, ton UI, il est bindé sur ta BD.
Fait que si tu rajoutes le prénom puis le nom sont ensemble, tu le sépares en prénom-nom, c'était pas de même avant dans BD, ben tu vas faire quoi? Tu vas changer la table, tu vas changer le modèle, puis tu vas changer le UI. OK? Mais c'est inhérent au problème, quand même que tu mettrais 46 abstractions dans le milieu, tu vas avoir un effet d'avalanche parce que c'est le problème qui est couplé. Le UI, il est couplé avec la BD dans le problème, tu ne pourras pas t'y éviter. Fait que 1000 minimum d'objets dans le milieu, ils vont tous changer. Fait que tu vas avoir un effet d'avalanche. Tu ne peux pas l'empêcher, le tsunami. Mais si je fais un système de facturation, par exemple, là, le UI et la BD n'ont pas rapport avec les règles d'affaires de la facturation, là, par exemple. Là, ça, c'est bien indépendant. Fait que là, tout d'un coup, tu peux changer ton approche architecturale. Puis là, tu sais, c'est pas un débat, si tu Active Record ou Repository. Non, ces deux patterns-là sont très bons, parce qu'il y en a un, c'est pour du crowd system, puis l'autre, c'est pour un domaine riche. Exact. C'est juste, fais pas de l'approche londonienne dans un crowd system, c'est pas une bonne idée, tu sais, c'est pas fait pour ça. Mais tout va toujours changer. Il n'y a pas un changement que tu vas faire qui ne va pas falloir que tu passes à travers tes deux axes tout le temps. C'est ça. Mais il faut qu'on soit capable de maîtriser ça, puis ça nous ramène au débat du début de nos discussions. C'est le plus important pour moi, pour un architecte logiciel, au-delà de maîtriser la partie plus, comme mettons, élasticité puis tout, là, puis ça, c'est une catégorie. Mais la plus grosse affaire de base, c'est maîtriser la propagation des changements. Je dis à beaucoup de tech leads ou à des développeurs ou à des architectes, est-ce que vous vous rendez compte que les changements vont se diriger sur quelle classe? Vous contrôlez ça. Tu contrôles par où la propagation du changement va se propager. C'est toi qui as ce contrôle-là. C'est comme ça qu'on fait des systèmes évolutifs. Oui. Malade. Hey, sérieux, ça, faudrait qu'on en reparle. Puis tu vois, moi, je ne l'avais pas analysé sur cet angle-là encore, puis j'aimerais ça explorer ça éventuellement dans d'autres discussions. C'est vraiment intéressant. Vraiment très intéressant. Ben, écoute, il est 5h06. Je pense qu'on pourra en jaser encore bien longtemps, mais on va pas te monopoliser toute ta soirée, mon cher Félix-Antoine, mais c'est... C'est le fun de parler de software parce que quand je parle de software à côté de ma femme, elle fait comme « Ah, du software. » Non, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on a toute l'air de triper sur l'échelle, puis ouais, c'est ça. Mais on se revoit demain, on continue. Oui. Tout à fait. On va parler de couplage. Puis, merci pour tout. C'était vraiment incroyablement C'est encore vous deux demain? Oui, on va être là tous les deux demain. Good. Fait que demain, couplage et microservices. Oh, ça va être cool. Je viens de me lancer dans ces genres de développement-là, puis on en parlera.